Salut à tous et à toutes, ici la ZAD. Le 16 mars, Holcim et son monde de béton, d'acier et de carburant nauséabond veut détruire la colline. Et pour ça, la police veut nous évacuer d'abord afin d'avoir toute la place pour faire leur petit business. Terrible. C'est pourquoi nous faisons appel à votre soutien. Des conserves, de la nourriture, de l'eau feraient grand bien à nos ventres, mais aussi vos créations artistiques les plus libres et belles feraient plaisir à nos yeux, à nos âmes, à tout le monde. Voilà, bisous. www.libradio.org, la radio qui pense et qui t'écoute. Donc nous sommes le vendredi 26 février en compagnie de Zou, de Jai et de Anne. Bienvenue à vous, on est ravis de vous recevoir. Et vous êtes tous les trois, alors vous allez le préciser, mais vous êtes tous les trois des résistantes et résistants de la ZAD, la zone à défendre de la colline, qui se situe dans le canton de Vaud. Mais là aussi, c'est pas moi qui vais expliquer tout ça, c'est vous. Alors, voudriez-vous en quelques mots vous présenter, enfin dire de quelle manière est-ce que vous êtes retrouvés dans cette ZAD, et puis ensuite je vous questionnais sur qu'est-ce que c'est qu'une ZAD, où est-ce qu'elle se trouve précisément, et puis bien entendu pourquoi ce nom des orchidées qui nous plaît tant. Mais pour commencer dans l'ordre, voudriez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce qui vous habite au moment où vous débarquez à la ZAD? Je dirais, en tout cas personnellement, ce qui m'a habité en débarquant à la ZAD, c'était surtout énormément d'espoir et d'émerveillement, sortir un peu d'un monde qui me faisait beaucoup de mal, et puis rentrer dans un nouveau, avec plein de petites têtes incroyables partout. D'accord, merci. Bah, pour moi, c'est sortir d'un monde qui me convient pas, qui me convient plus, et rentrer dans un autre monde où beaucoup est possible, qui a plein de petites merveilles et plein de belles rencontres dans la nature, tout proche de soi et tout proche de la nature, et c'est merveilleux. Ok. Et toi, Zou? Moi, je me souviens toujours en fin 2019, j'avais rejoint un peu Extinction Rebellion, compagnie, et je faisais un peu mon premier grand saut, et je t'ai fait pas mal dans l'activisme, enfin, mon premier grand saut dans l'activisme. Et je me souviens toujours, je rêvais un peu d'une maison où je vivais, et où on faisait un peu de l'activisme à plein temps, et où on pouvait enfin un peu se dédier complètement à cette cause. Mais à l'époque, et surtout dans le canton de Fribourg, où pour les squats et compagnie, c'est ultra chaud, c'était pas possible. Et du coup là, je suis arrivé au mois d'octobre, fin du mois d'octobre, sur la colline, et puis c'était un peu la concrétisation de tous ces rêves de 2019, et j'étais là, waouh, il y a des gens qui l'ont fait à ma place et qui ont eu le courage de le faire, et puis maintenant j'ai trop envie de faire vivre ce lieu, quoi. Très bien, je vous remercie déjà beaucoup pour ces réponses. Alors on va immédiatement préciser quelque chose, c'est qu'il y a des questions que l'on va éluder, tout simplement pour des questions de sécurité, également parce que vous êtes dans une situation pour le moins précaire, et que bien entendu que voilà, il y a peut-être des informations que vous n'aurez pas envie de donner. Alors il y a des questions que je vais carrément pas du tout vous poser, typiquement qui vous êtes, combien êtes-vous, tout ça. Et puis il y en a d'autres que je vais maladroitement vous poser, auxquelles vous me direz que vous ne répondrez pas pour ces mêmes questions-là. Alors voilà, la notion de ZAD, elle est apparue au grand jour, j'ai envie de dire peut-être que c'était même un peu avant, mais en tout cas on en a beaucoup entendu parler au moment de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes, où il y avait cette question d'aéroport. Donc là aussi il était question de protéger un biotope, une zone, et des gens se sont précipités et ont investi les lieux pour y vivre, pour y habiter, pour se les réapproprier, et pour, justement ce qu'on vient de dire, protéger la faune, la flore, le biotope,
et également mettre en avant une certaine manière de faire différente de ce qui nous encercle et de ce qui nous assiège, c'est-à-dire ce monde capitaliste et prédateur, extractiviste qui est là autour de nous. Alors, j'aurais voulu que vous nous disiez, selon vous, voilà, qu'est-ce que c'est pour vous que la ZAD de la colline, que cette zone à défendre, et pourquoi les orchidées? Pourquoi ça s'appelle les orchidées? Une ZAD, c'est pour moi, c'est une zone. Premièrement, je connais pas ça depuis très longtemps. C'est vraiment depuis peut-être une demi-année que j'ai connu ce terme ZAD. Et maintenant, pour moi, c'est un lieu vraiment alternatif qu'on peut vivre en fait comme on pense que c'est une bonne vie, quoi. Et en étant sur cette zone, c'est aussi ça permet de protéger cette zone physiquement. Donc il y a cette idée de mettre en pratique un certain nombre de valeurs qui t'habitent. Exactement. Et puis aussi de juste être présent et puis de dire que voilà, il y a des gens qui sont pas d'accord comment ça tourne et puis on est là. Pour montrer, voilà. Merci. Et les autres? Ouais, je pense qu'il y a ce côté, une zone à défendre. Donc déjà, le but premier, un peu, aux yeux de tous et tous, c'est de protéger, comme tu l'as dit, un endroit où, du coup, en l'occurrence, on a un biotope assez riche. D'ailleurs, c'est de là que vient notre. Dont les orchidées. On est donc sur le plateau de la Birette, sur la colline du Mormont, du coup, qui est une zone où la terre est particulièrement pauvre et du coup où les orchidées peuvent s'implanter, parce que c'est des plantes qui aiment les sols assez pauvres. Et du coup, ouais, cette ZAD, avant, je pense, son premier but, c'est de justement défendre un lieu, en l'occurrence contre Lafarge Holcim, donc la multinationale qui exploite déjà et qui a déjà, comme on l'a souvent entendu, coupé en deux la montagne pour pouvoir extraire du calcaire et en faire du béton. Et puis après, ouais, il y a aussi on a tous des buts et on y voit des objectifs un peu plus personnels, comme justement développer des alternatives et pouvoir un peu sortir des codes qu'on nous impose un peu dans le système. Ouais. Merci beaucoup. Et Jai? Je crois que aussi, moi, une chose qui me marque personnellement, le fait, en fait, de vivre en décroissance sur une ZAD, faut penser que c'est un lieu éphémère et que c'est un lieu de lutte. Et je pense qu'on se rend compte aussi de la manière dont on fait partie de la nature qui nous entoure, et de vivre d'une manière à ce qu'on ne la détruise pas et qui est de passage. Donc on n'est pas la mine va détruire ce qui est sur ce lieu, alors que nous on essaye d'en faire partie et puis de le laisser vivre. Ouais. Et effectivement, je trouve assez joli la formule de dire de passage, c'est-à-dire de le laisser au suivant dans l'état dans lequel on l'a trouvé, d'une certaine manière. Oui, ouais. Et non pas saccager. Alors, pour voir ces photos de saccage, eh bien, il y a, et puis pour plein d'autres choses, il y a le site internet de votre site internet, qui est à l'adresse suivante, www.orchidée, justement, orchidée.noblogs.org. La carrière, elle est effectivement terrible, on va revenir là-dessus, et puis sur les méfaits de Lafarge Holcim tout à l'heure. Mais avant ça, j'aurais voulu justement que vous nous décriviez un petit peu, puisqu'on la voit pas, eh bien ce site. Donc vous êtes sur la colline du Mormont, qui est, comme vous l'avez dit, coupée en deux par une carrière gigantesque. Donc c'est de l'extractivisme, voilà. Décrivez-nous les alentours, la faune, la flore. C'est également un site qui a d'une importance archéologique singulière. Voilà, voudriez-vous nous faire un petit peu une visite guidée de comment, de la beauté du coin? C'est un endroit assez spécial parce qu'en fait c'est une colline qui est en calcaire, qui est comme un doigt en fait qui sort du Jura en fait envers les Alpes, et ça crée en fait un passage pour la flore et pour la faune entre les Alpes et le Jura.
Et ça fait un endroit assez spécial parce que il y a par exemple de la fleur ou il y a de la fleur des Alpes qui est quand même ils sont pas trop proches quand même. Et aussi c'est aussi un passage pour le gibier qui est aussi assez important pour l'échange des gènes par exemple et de la migration. Et c'est en fait entouré c'est une colline en calcaire et puis c'est entouré de la molasse. Et ça, c'est aussi assez spécial, on ne le voit pas beaucoup en Suisse. Et puis aussi sur la colline, il y a beaucoup de changements entre les dépositions des glaciers et du calcaire. Et ça fait des micro-changements sur la colline. Différentes plantes peuvent vivre là-dessus qui sont soit sur du basique ou sur de l'acidique. Et puis ça fait des très petites différences qui sont assez spéciales. Aussi savoir que c'était un site celte, sauf erreur, un site de pèlerinage où se passait beaucoup de rites celtes. Donc c'est aussi un lieu qui abrite beaucoup de spiritualité et une grande histoire qui nous habite tous, je pense, lors de nos ancêtres aussi. Il y a des ruines qu'on retrouve de ça. Et d'ailleurs, Holcim est censé récupérer ces ruines avant de miner pour les préserver. Mais ça reste des lieux qui sont détruits et qui portent une histoire singulière. Ouais, et puis peut-être de manière plus visuelle, du coup, il faut s'imaginer, vu qu'on est quand même sur un podcast audio, pour que les gens puissent un peu s'imaginer, on est sur une grande colline, du coup, qui est du coup creusée depuis des années. Du coup, quand t'es un peu sur le sommet de la colline, du coup, qui maintenant est quand même passablement bien creusé, tu vois un énorme trou sur plusieurs centaines de mètres de long, également de large et de profond aussi. Donc c'est assez émouvant et assez vraiment gargantuesque comme vue, quoi. Et puis on a aussi l'occasion de voir évoluer cette carrière parce que une fois par semaine, voire plus d'une fois par semaine, ils font, comme aujourd'hui d'ailleurs, ils font exploser, ils font des tirs de mine en fait où il y a tout un pan de la montagne qui saute. Et du coup nous on doit aller se cacher un peu, on doit se mettre à l'abri parce qu'il peut y avoir des projections de cailloux et on sent toute la montagne trembler et dont une partie va s'effondrer pour ensuite être récupérée en calcaire et transformée en ciment. Donc c'est vraiment intense de vivre, de voir déjà cet énorme trou qu'on a fait à la terre et puis ensuite de vivre en plus l'agrandissement du trou, quoi. C'est très bien, tu me files la transition toute faite parce que je voulais vous questionner sur ce contraste-là. Comment est-ce que vous le vivez entre une nature qui appelle à l'apaisement, et tu as parlé justement de cette spiritualité qui était présente là, de ces silences que l'on a envie justement d'accoster et puis en étant au calme, en étant dans l'apaisement, et on a à côté de ça cette carrière gigantesque, cette fêlure, cette brisure de la terre qui non seulement est une fêlure mais qui en plus dévore la colline avec le vacarme, le tumulte qui va avec. Comment est-ce qu'on vit ça? Alors j'ai compris ce que tu disais, Zou, mais dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui vous habite? Vous vous sentez comment? On se dit, quoi qu'il en soit, on est un peu, des résistantes et des résistants du dernier truc, du dernier rempart. Est-ce que parfois on a peur parce qu'on sent, comme vous l'avez dit, les vibrations, on sent que cette chose-là avance et qu'elle va pouvoir peut-être, qui sait, nous dévorer? Je pense que je suis quelqu'un qui est très sensible au monde naturel, comme beaucoup probablement sur cette colline. Et c'est vrai que il y a vraiment cette dichotomie entre ces deux mondes, mais je pense que ça me rappelle personnellement quelque chose de très intime, cette espèce de déchirure que je trouve aussi en moi entre une espèce de grande paix et de grande sérénité face au monde humain, au monde naturel et à l'amour général que je vois là-dedans, et la déchirure de la violence et de la destruction et du chaos. Et je pense que c'est quelque chose qui existe dans toute vie. De le voir matérialisé comme ça sur la colline, c'est clair qu'il y a ces deux émotions qui sont un peu toujours en mouvement, mais ça crée
en tout cas chez moi, lorsque ça explose ou lorsque je me retrouve face à cet immense trou creusé par le capitalisme, ça crée beaucoup de rage, beaucoup de tristesse surtout. En fait, de voir ce qu'on fait encore tout le temps. Il y a des moments où on va crier face à la mine, parce que c'est vrai que des fois les émotions sont juste trop fortes. Ouais, qu'elles vous submergent, bien sûr. Tu dis rage et tristesse, y a-t-il également des éléments positifs que tu arrives à récupérer? Le fait de tout simplement être là, être en compagnie et en accompagnement de des éléments qui nous entourent, et de dire on va tout faire pour tenir et pour repousser ces assauts. Est-ce que ça c'est également ça fait partie également des ressentis qui vous habitent? Ah oui. Ah oui. Très bien. Oui, bien sûr. Non, la force de ressentir le groupe ensemble et tout l'amour qui se partage aussi, c'est un endroit qui est sans tabou et qui nous permet de partager d'une manière tellement intense et profonde. Et ça donne une force incroyable et un espoir incroyable de ce qui est possible de faire, de comment s'organiser ensemble pour créer le monde qu'on souhaite en fait. D'accord. Écoute, merci beaucoup en tout cas pour ce témoignage. Ça fait vraiment plaisir de voir que il y a effectivement cette rage et puis en même temps cette volonté, cet amour et puis cette volonté de construire et de construire ensemble. Anzu, voudriez-vous ajouter quelque chose? Voudriez-vous également nous faire part de vos ressentis par rapport à cette situation de contraste? Tu as énormément dit ce que je ressens aussi. Il y a peut-être une chose qui me vient encore à l'esprit, c'est le contraste du bruit. D'un côté, tu as les oiseaux, les gens qui rient, tu as les gens qui font de la musique, tu as la nature, tu entends les feuilles, un peu quand il y a du vent, c'est tellement riche le matin par exemple, à 6h du matin où la mine elle n'est pas encore 6h30 plutôt, où elle n'est pas encore en train de travailler quoi, et puis les oiseaux se lèvent, c'est un moment de paix profonde où tu te sens en fait, avec ton environnement, avec toi-même aussi. Il y a tellement beaucoup de différents bruits que tu peux découvrir en juste écoutant très, 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 très bien. Et puis, avec beaucoup de patience. Et puis, d'un coup, on entend les machines commencer, le bruit, cette destruction, moi, ça me touche très, très beaucoup, ce moment. J'imagine le moment du vacarme, du tumulte comme ça, qui vient briser cette paix. Ouais, et c'est un énorme contraste en fait. C'est assez incroyable. Il faut en fait le vivre une fois et puis vraiment être conscient de ce contraste quoi. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors vous, le mot est à affleurer. Vous avez parlé de s'organiser ensemble. Alors j'imagine que là il y a également un vrai défi, c'est comment est-ce que ensemble on fonctionne dans une situation qui est tout de même compliquée. J'imagine qu'il y a des éléments qui sont pas évidents. Je voulais vous questionner sur les conditions de vie. Est-ce que les infrastructures sur place sont suffisamment sont suffisantes pour que vous puissiez y rester de manière sécure et de manière relativement confortable? Je pense évidemment à l'électricité, à l'eau, au chauffage et à l'intendance, à ce qui est alimentaire, parce que on l'a déjà entendu, nous avec Libre Radio, on va le plus possible, quand on pouvait encore se mobiliser dans des zones à défendre, par exemple, et au-dessus de Vevey, on leur avait coupé l'eau, coupé l'électricité, Alors, qu'en est-il de vos conditions de vie en termes d'accès à l'eau, à l'électricité, au chauffage et également aux éléments alimentaires à l'intendance? Pour commencer, sur le lieu même, on a quand même la chance d'avoir accès à une maison, du coup, qui a été construite il y a longtemps et qui a été habité, puis les propriétaires se sont fait exproprier parce que Holcim devait racheter les terrains pour pouvoir étendre sa carrière.
On a un peu discuté avec la propriétaire qui apparemment aurait d'ailleurs, c'est drôle, construit cette maison de manière illégale. Ouais, on a la chance d'avoir cette maison du coup qui abrite une partie des habitantes. Donc à ce niveau-là, on a quand même un certain niveau de confort. C'est vrai que dans d'autres ZAD, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a pas un peu de structure de base. Après maintenant, voilà, donc de la place pour dormir sur la plupart du temps, on arrive à s'arranger. Après, concernant l'eau et l'électricité, c'est déjà plus compliqué parce que du coup, on n'a plus d'arrivée d'eau. Il y avait une arrivée d'eau à l'époque, mais elle a été coupée. Comme d'habitude, mesure anti-squat habituelle. Concernant l'électricité, il y en a jamais vraiment eu dans cette maison et du coup on a un système solaire pour assurer les besoins minimums, quoi, histoire de charger nos visseuses, 2-3 ordinateurs pour faire de la communication et puis des lampes de poche. Après, ouais, concernant l'eau, j'ai peut-être pas été exhaustif. Du coup on doit descendre au village, on va chercher. On a pas mal d'alliés, on pourra en discuter plus tard. Oui. Mais on a pas mal d'alliés du coup qui nous permettent d'avoir autant de l'eau que de la nourriture. Pour la nourriture, on fait aussi pas mal de récup. On est assez rodé pour aller un peu récupérer la nourriture qui est jetée. On a des réseaux de récup, etc. Du coup, on essaye d'être autonome. C'est vrai qu'on reçoit aussi pas mal de dons à gauche, à droite, vu qu'on a pas mal d'alliés. Ça nous arrive aussi d'aller bosser dans des fermes en échange de nourriture et de produits locaux. Donc, au bout d'un moment, tu as quand même un réseau local, autant de récup que de troc avec les habitants qui devient assez stable et qui nous permet de vivre correctement, quoi. Jay ou Anne peuvent compléter pour le chauffage. C'est feu de bois. Il y a des poêles un peu dans les pièces principales, dans les chambres, il n'y en a pas partout. Mais après, on s'organise avec des couettes, on s'organise... Enfin, moi, personnellement, j'ai jamais eu froid là-bas. Il faut dire, j'ai loupé la semaine vraiment, vraiment froide. Je suis arrivée juste le jour où c'était fini. Je sais pas là. Du coup, peut-être... De vivre un hiver comme ça, c'est intense et c'est beau aussi, je trouve. Oui, c'est beau, tout à fait. C'est l'hiver. Non, mais c'est là où je voulais vous entendre, c'est qu'effectivement, c'est des conditions spartiates et en même temps, vous les transcendez parce que il y a quelque chose qui vous habite. Je veux dire, on n'est pas là dans... C'est important aussi de dire que malgré le fait que ce soit que vous soyez dans une situation d'une certaine manière de crise, sous tension, eh bien, ce lieu-là, la manière dont on l'habite, il est différent en soi. Et c'est intéressant de se poser cette question-là sur qu'est-ce que c'est que habiter. Et le fait de le faire de cette manière-là différemment, voilà, à Genève, on a certains bâtiments qui sont énormes, dans lesquels les gens, ont peut-être des appartements effectivement très bien conçus ou de quoi, mais dans lesquels ils ne se sentent pas bien et... Voilà, je pense que c'est important que vous le disiez. Voilà, maintenant qu'on a parlé des conditions de vie, j'aurais voulu vous questionner également sur, si vous voulez en parler, sur les modalités de la vie collective, parce que c'est pas évident non plus d'habiter ensemble. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on prend les décisions, notamment lorsque l'on doit répondre à des moments de tension, comme c'est le cas chez vous, et puis comment également on gère d'éventuels désaccords au sein du groupe. Voilà, est-ce que vous souhaiteriez vous exprimer à propos de ça, donc les modalités de vie collective, organisation, prise de décision, orientation et gestion des conflits? C'est un vaste sujet. Ah bah ouais, ça veut dire que vous vous questionnez, donc c'est déjà intéressant. Non, je pense que la base, c'est qu'on a une organisation collective horizontale. Du coup, on essaye et évolutive. On essaie de toujours trouver des fonctionnements qui conviennent aux personnes qui sont présentes sur le lieu. Ça signifie qu'on fonctionne avec notamment des plénières, des manières de prendre des décisions ensemble sur base de consensus. Donc on va jamais dire tant pis si toi ça te va pas, on t'écoute pas. c'est vraiment, on essaie de trouver des solutions qui fonctionnent pour tout le monde tant que possible. C'est pas toujours facile, mais franchement, j'ai rarement vu des lieux qui fonctionnent aussi bien de cette manière. Et puis, il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de gérer les conflits, etc. Il y a notamment, par exemple, un manifeste et une manière de fonctionner qui a été mise en place par rapport aux violences sexistes, sexuelles ou queerphobes, et qui nous donne une idée de ce qu'est la justice transformative. Et je pense que c'est un sujet important pour le collectif. Et on a des groupes care aussi, donc de soins, qui sont là pour
pour prendre soin. Non, mais voilà, très bien. Donc, c'est également quelque chose qui vous questionne. Et alors, voilà, pour en revenir justement à la gestion des conflits, alors, de cette manière, vous arrivez donc il y a une information qui se fait en amont et puis des attitudes adéquates qui ont cours, des pratiques. Si tout d'un coup il y a vraiment un conflit, je me demandais, vous, comment est-ce que vous gérez ça? C'est de cas à cas, certainement, qu'on gère ça. Il n'y a pas un protocole fixe, justement. On essaye de parler avec les gens, de regarder quelle était la situation. Alors, on est de loin pas parfait, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine éveil sur ces sujets qui est fait et un peu le noyau du lieu en fait veille pas mal à ce genre de problème et du coup on a quand même une certaine réactivité même. Alors c'est pas toujours parfait, mais souvent, enfin si on a ce genre de problème, on est assez réactif, on va rapidement discuter avec les personnes, on est conscient que souvent c'est des comportements qui sont générés juste par l'absence de déconstruction par rapport à ces sujets. Du coup on met souvent en place des médiations, des discussions, etc. Et comme tu peux le voir, si tu vas lire notre manuel sur les violences sexistes, comme on en a parlé avant, on a toute une stratégie dont le dernier recours est l'exclusion. Ouais. Donc voilà, on essaye de se rôder, on essaye de tester des choses parce que c'est vrai que dans notre société, on n'est pas du tout, on nous apprend pas à gérer ce genre de choses. On est systématiquement en train de déléguer aux institutions ce genre de problème. Du coup, on essaye un peu d'expérimenter, d'apprendre et de faire un peu nos pas et aussi avec toute l'énergie qui est nécessaire pour justement se battre déjà contre cette multinationale. On essaye de grappiller un peu l'énergie qui nous reste pour expérimenter ce genre de choses. Et c'est vrai que ça, encore une fois, pas toujours été parfait, mais pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que c'est déjà un endroit plus safe et où on a l'occasion de tester pas mal de choses et d'essayer de s'améliorer, quoi. Ouais. Non, puis c'est ce cheminement qui est important. Et effectivement, c'est pour ça que je voulais le mettre un peu en exergue. C'est parce que sur le site, on rappelle l'adresse, www.orchidée.noblogs.org, donc au pluriel orchidée et noblogs également avec un S. Eh bien, il y a justement ces documents, cette charte. Et puis, donc on voit que c'est un questionnement qui affleure chez vous et puis qui a une pratique qui l'accompagne. Et je trouve que c'est super important de voir que vous ne vous contentez pas d'être en protection d'un biotope, d'une faune, d'une flore, mais vous êtes également dans une perspective d'expérimentation sociale. Nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. www.libradio.org. Libradio, la radio qui rétablit l'équilibre. Salut à tous et à toutes, ici la ZAD. Le 16 mars, Holcim et son monde de béton, d'acier et de carburant nauséabond veut détruire la colline. Et pour ça, la police veut nous évacuer d'abord afin d'avoir toute la place pour faire leur petit business. Terrible. C'est pourquoi nous faisons appel à votre soutien. Des conserves, de la nourriture, de l'eau feraient grand bien à nos ventres, mais aussi vos créations artistiques les plus libres et belles feraient plaisir à nos yeux, à nos âmes, à tout le monde. Voilà, bisous.